On a également en fait, une Wing Academy à Paris, sur laquelle on fait venir nos prestataires. Ils viennent se former à nos process, à notre outil, à la qualité qu'on leur demande d'avoir. Et derrière, ils ont toute la toolkit pour préparer les commandes pour nous. Et bien, on les monitore, on va les voir tous les mois pour faire des suivis de performance et voir s'ils sont dans les clous par rapport à ce que nous, on attend. D'accord. Donc, un partenaire pour le... De toute façon, on interflorise un petit peu les logisticiens. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Antoine Santonac, cofondateur de Wing. Salut Laurent. Trouvé sur wing.eu. Salut Antoine. J'ai reçu dans le passé ici Trusk ou Delivery pour aborder le sujet du dernier kilomètre, qui est un sujet crucial, mais il y en a un autre qui est très très important, c'est celui du premier kilomètre et du ship from store. C'est un sujet auquel s'attaque Wing et dont on va parler aujourd'hui avec Antoine. Wing a été fondé en 2015, vous avez 4 ans, plus de presque 300 clients actifs, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais on y reviendra. Vous avez annoncé en début d'année avoir dépassé 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un très bel développement. Et on va commencer peut-être par le commencement. Ça vient de vous l'idée de Wing ? Alors, Wing, c'est une société, comme tu l'as dit, qu'on a créée en 2015 avec 3 associés et notamment Jean-Baptiste, qui est un de mes amis d'enfance. On était ensemble sur les bancs de l'école au collège. Et déjà à l'époque, en fait, on avait, alors c'était pas une entreprise parce qu'on n'avait pas déposé de statut, mais on faisait déjà du business quand on était au lycée, puisqu'on organisait des soirées pour nos camarades de classe. Et donc, on a fait toutes les soirées de fin d'année, de notre seconde à la terminale, ensemble. Et puis, donc, vous organisiez, c'est ça ? Ouais. Donc, on louait des salles dans Paris et on faisait venir un maximum de monde. Excellent. Et on avait déjà, en fait, un petit réseau dans différents établissements, lycées. Alors nous, on était de la banlieue ouest, donc lycée de banlieue ouest et de Paris. Et donc, on avait en fait des amis dans chacun des lycées qui nous ramenaient un maximum de personnes. Et le but, c'était de remplir les salles et de faire les plus grosses fêtes possibles. Vous avez commencé à quel âge ? On a commencé ça, on avait 16 ans. D'accord. T'as fait des sous ? J'ai fait pas mal de sous, ouais. Ça a été une première belle expérience. C'est dur l'événementiel, mais surtout à 16 ans en plus, parce que tu t'es pas pris au sérieux par le... Ouais, c'était compliqué, mais en fait, on s'est très vite entouré finalement des bonnes personnes, je pense, qui connaissaient bien ce milieu-là. Et puis en plus de ça, c'est à l'âge où tu as envie de sortir, donc on adorait faire ça. Oui, puis c'est cool d'être l'organisateur de la fête. C'est cool d'être l'organisateur de la fête, tout le monde veut venir à tes soirées, et en plus de ça, quand tu passes un bon moment avec plein d'amis, toi à la fin de la soirée, tu vas prendre quelques sous, et donc ça a été pour nous notre première un peu expérience entrepreneuriale, si je peux me permettre le terme. Et donc on a 16 à 19 ans, c'est ça ? 16 à 19 ans. Puis après, en fait, on est tous les deux partis en école de commerce. On a fait des écoles différentes. T'étais où toi ? Moi, j'étais à l'ESCE. Et lui ? À Paris, et Jean-Baptiste à l'ESDES à Lyon. Ok. Et à la fin de nos études, Jean-Baptiste part chez VP, vente privée USA. Au moment où VP monte le venture avec American Express aux US. Et donc, il reste un peu plus de 2 ans sur place jusqu'au moment en fait de la fermeture de la venture. Ouais, une expérience qui était pas... Je vous invite d'ailleurs à écouter cet épisode qui est incroyable avec Grandjean de VP justement sur Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, mon associé. Qui est incroyable, c'est une histoire folle. Ouais, histoire folle. Et en fait, c'est d'ailleurs là-bas que Jean-Baptiste a rencontré un de nos actionnaires aujourd'hui, Michael Benabou, qui est un des fondateurs de venteprivée.com et que j'appréciais énormément parce qu'il nous a, au début de l'aventure, énormément aidé sur la structuration de l'entreprise, trouver nos premiers clients. Et donc, ça a été un vrai modèle pour nous.
Et donc Jean-Baptiste part chez VP. Moi, j'étais chez Rémi Cointreau en Afrique du Sud. Pareil, une expérience très entrepreneuriale parce que c'était le lancement. Tu bossais ou c'était un stage, un VIE? C'était un VIE. Ok. C'était un VIE pendant 1 an et demi. Et en fait, c'était le lancement. Rémi Cointreau venait d'arriver en Afrique. Et donc, on était une équipe de 3 personnes pour gérer l'ensemble du continent. Ok. Quand je suis parti, il y avait une quinzaine de personnes. Donc, ça a été pareil, une expérience super riche pour moi. Et durant l'été 2015, je rentre en France, passer quelques vacances. Donc j'étais encore en Afrique du Sud à ce moment-là. Et je passe un peu de temps avec Jean-Baptiste qui m'appelle un peu à la rescousse parce que lui était rentré de chez VP. Ils l'ont ramené en France? Non, il a décidé d'arrêter. Il a arrêté à la fin des US. Et il est rentré. Ses parents avaient un magasin d'optique. Et en fait, il a créé un site e-commerce jumelé à la boutique optique de ses parents. Ok. Et donc, moi, je rentre au mois de juillet. Il avait quelle fonction chez VP US? C'est juste pour comprendre un peu votre background. Je pourrais pas te dire la fonction exacte. Mais rien à voir avec le shipping ou le... Il était, si je me rappelle bien, il était en charge des approvisionnements. Donc en gros, il gérait la relation avec les marques pour récupérer du stock. Ok. Et d'ailleurs, ça nous a bien servi après dans Wing parce que au final, nous également, on est toujours liés avec des problématiques de stock au niveau des marques. Et donc il y a pas mal de points communs qu'on a pu retrouver avec ce qu'il faisait chez VP. Et donc, il est rentré à Paris, il a monté ce site d'optique. Et en fait, au mois de juillet, quand moi je suis rentré, il m'a appelé à la rescousse en me disant, écoute, là, j'ai un flux de commandes énorme. Est-ce que tu peux venir m'aider à préparer ces commandes au départ de la boutique de mes parents? Et donc, j'ai passé 1 semaine avec lui. Et tu fais ça quand, du coup? Le soir, quand la boutique est fermée? Le week-end? Non, on faisait ça tout le temps. C'est ça, en fait, qui a été un élément. Il y avait une arrière-boutique? Il y avait une arrière-boutique. Il y avait une arrière-boutique, mais c'était un bazar pas possible parce que tu vas récupérer des pièces qui sont parfois sur l'étalage dans le magasin. Donc, tu viens récupérer une pièce, tout d'un coup, elle est plus disponible en boutique et toi, tu vas la préparer derrière pour le e-commerce. Et en fait, plein mois d'été, lunettes de soleil, il y a eu un pic de commandes énorme début juillet. Et donc, on avait... Ça, c'était quelle année? Juillet 2015. Juillet 2015, donc et vous avez créé Wing en octobre, hein, c'est ça? Et on a créé Wing en octobre. Ok, juillet 2015, et donc son site e-commerce a cartonné? Alors le site e-commerce, en tout cas, partait très bien. Surtout qu'il y a de la marge dans la... Surtout qu'il y a de la marge. Et donc, je l'aide à faire ses commandes. Et là, on se dit, mais en fait, il faut qu'on trouve une solution qui nous permette de pas avoir à gérer ça. Parce qu'il faut que tu imagines, mais on était à récupérer un maximum de cartons à droite à gauche pour faire les commandes. Et on passait notre journée complète du matin au soir à emballer des lunettes, aller sur le site de Colissimo pour générer les étiquettes d'affranchissement, et le soir on prenait notre bagnole et on allait au bureau de poste de Rueil-Malmaison déposer 150 colis. Et donc les mecs en plus nous voyaient arriver avec des yeux ébahis en se disant mais j'ai jamais eu autant de commandes dans mon bureau de poste, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et quand t'as pas d'API et que tu peux pas te lier à la Poste ou à Colissimo ou autre, comment tu gères tes étiquettes? Tu vas sur leur logiciel qui s'appelle Expeditor Inet, qui est le logiciel de la Poste, et tu fais tout à la mano. Et donc sortir une étiquette de transport, ça te prend 3-4 minutes quoi. Puis tu fais une erreur sur l'adresse, c'est super contraignant. Qu'est-ce qu'il avait monté comme site? Sur quelle plateforme, tu sais ou pas? Magento. Magento. Ouais. Ok. Magento. Et en fait, on passe l'été, il passe l'été, donc moi je l'aide durant cette période-là. Et à ce moment-là, en fait, ça a été un déclic pour lui comme pour moi. On s'est dit, il y a un truc à faire dans la log en e-commerce. Parce qu'on a essayé de trouver une solution. C'est qu'on s'est dit... La logistique. Et si ça continue comme ça, moi je retourne pas en Afrique du Sud, je vais faire des commandes tout le mois de juillet. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution pour que tu arrives à expédier tes commandes. Et sur le marché, il y avait rien. Donc on a commencé à essayer de taper. C'est commandes depuis une boutique. Ouais. Parce que ce que font tous les logisticiens. Tous les logisticiens. En fait, sinon c'est ça. Quand tu es e-commerçant, tu as 2 façons de traiter ta logistique. La première façon, c'est de l'internaliser. Donc c'est ce que nous on faisait à l'époque à un petit niveau. C'est toi qui fais tes commandes. Et puis à un moment où tu commences à grossir, si tu continues de vouloir l'internaliser, tu vas devoir faire des gros investissements, prendre un entrepôt, et ça peut coûter plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros. Et bien souvent, t'as pas les moyens de faire ça. Et donc, quand ton flux commence à augmenter, là, tu te poses la question de te dire, est-ce que je peux aller le sous-traiter? Ouais. Et tu commences à chercher des solutions de logistique externalisées. Et les solutions qui existent sont très souvent créées par des grands groupes de logistique, qui sont des acteurs qui ont 10, 20, 30 ans, qui ont des solutions techniques qui sont très anciennes.
Donc quand toi tu veux connecter un Magento ou un Shopify à cette solution logistique, bien souvent c'est pas possible, donc faut refaire du développement dessus. Et puis ils te demandent de récupérer tous tes stocks. Et nous en fait nos stocks, on avait besoin de les avoir également en boutique parce qu'on vendait dans le magasin. Donc on pouvait pas enlever le stock du magasin pour aller le mettre dans un entrepôt. On avait besoin de le conserver. Okay. Et donc de la logistique e-commerce au départ du magasin, ça n'existait pas. Okay. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est dit, il y a une opportunité énorme. Le marché, à l'époque, en 2015, je crois qu'il faisait 50 milliards d'euros de dépenses en ligne en France, en croissance à deux chiffres. Et ça, c'était tout le commerce en ligne. Ouais, tout le commerce en ligne. Et énormément de petits players, ce qui était notre cas, en fait. Et on s'est dit, mais tous ces petits players, aujourd'hui, ils ont le même souci que nous. Et on va leur apporter une solution. Et en fait, c'est de là que Wing est né. On a à ce moment-là fait appel à... Donc on a créé l'entreprise à 3. Et Jean-Baptiste avait un ancien associé qui s'appelait Justin, qui du coup qui nous a rejoint, qui a développé notre plateforme technique. Donc c'est notre CTO. Et en fait, la plateforme technique a été très simple. C'était juste une plateforme qui permettait de faire un import-export de fichiers Excel, donc ton fichier de commande, et de générer de manière massive des étiquettes de transport. Et ça a été le démarrage, de Wing. Et donc, on a commencé à intégrer nos potes qui avaient, pour certains, des boutiques de e-commerce. Et notre solution a été d'aller avec un coursier, collecter au départ de leur boutique les produits qu'ils avaient vendus sur Internet. La collecte, on l'effectuait avec des coursiers qu'on avait trouvés sur le Bon Coin à l'époque. C'était vraiment système D. Les produits étaient bien évidemment collectés à nu. Donc, quand je dis à nu, c'est quand tu vends un produit de textile, tu vas remettre le produit dans son blister. Quand tu vends un téléphone, c'est le produit dans son emballage de fabrication, mais pas suremballé avec un carton. Donc, on récupérait des produits à nu. On a rapatrié ça on avait un petit bureau dans Paris et là en fait on faisait les commandes de nos clients et le soir on allait les remettre à la poste locale. Et donc en fait vous vous emmerdiez à faire ça pour la boutique d'optique de ses parents et au final vous vous retrouvez à faire ça x10 x10 pour l'ensemble des clients et donc là on s'est dit le service il est super intéressant parce que les marques dès qu'on leur propose notre service elles courent vers chez nous. Par contre il faut qu'on trouve un moyen de scaler l'idée, que ce soit plus nous qui fassions les colis et donc de sous-traiter la préparation de commandes. Ça a été d'ailleurs la première chose qu'on a fait, c'est de se dire une fois qu'on a commencé à avoir du flux, on a voulu sous-traiter. Et on a envoyé les commandes de nos clients chez des partenaires. Et au démarrage, on avait choisi des ESAT, qui sont des établissements spécialisés dans la réinsertion des personnes handicapées. Et donc, on leur envoyait les fichiers de commandes, on leur envoyait les coursiers, qui du coup allaient déposer les produits chez eux. Et ça a été nos premiers sous-traitants, ça a été les premières personnes qui ont produit pour nous. Et à un moment donné, ça a explosé. Attends, on va vite. Hein, je me permets juste de... Alors, reviens un moment en arrière. Il a fait combien de temps la boutique, ton associé Jean-Baptiste Il l'a fait 6 mois. Il a arrêté au moment où on a fondé Wing. Donc en octobre 2015. Ouais. Ok, d'accord. Et il l'a fait que pour ses parents, évidemment. Il l'a fait que pour ses parents. Il l'a laissé à ses parents derrière qui ont repris la gestion de la boutique. D'accord. Donc de l'année l'idée, vous intégrez Justin pour le développement du BO et tu dis qu'il y a dans la V1 juste un import de fichier Excel et ça génère des étiquettes à imprimer. Ouais, tout à fait. Ok, donc votre métier à ce moment-là, c'est d'aller chercher, c'est ce que tu disais, des produits nus, de les amener dans votre entrepôt. Vous étiez où ? Ouais, on avait un bureau à l'époque dans Paris, dans le 9e. Okay. Donc on avait des coursiers comme je t'ai dit qu'on avait trouvé sur le Bon Coin. Donc c'était vraiment à l'ancienne. Hein. On prenait notre téléphone, on les appelait. Il faut que tu ailles à la boutique, il faut que tu ailles chez Colette, rue du Faubourg Saint-Honoré. Il faut que tu ailles chez un tel boulevard de Courcelles. Et les mecs nous ramenaient en fait les produits chez bruts. Donc c'est des produits qui ont été achetés en ligne sur le site. Alors prenons cet exemple, c'était un client, Colette ? Ouais, tout à fait. Ok. Et on peut en parler malheureusement. Puisque le magasin n'existe plus. Donc, tu envoies ton coursier chez Colette. Le produit a été payé en ligne. Toi, tu as un accord avec Colette.
Ouais, tout à fait. Quand un coursier se présente en disant je récupère telle commande. Je fais un coursier Wing, je récupère les 8 commandes que vous avez passées en ligne et que vous avez transmises à Wing. Et lui, il a une preuve. Ouais, lui, il fait signer sur... Alors aujourd'hui, c'est super automatisé et très digital. À l'époque, on faisait ça encore sur un bout de papier. Mais en tout cas, aujourd'hui, il se présente avec son téléphone. Il a exactement le nombre de commandes annoncées sur la plateforme Wing qui lui permet de savoir combien de produits et combien de commandes il vient récupérer. Il fait signer au client la preuve qu'il a tout récupéré, et quand il arrive chez nous aujourd'hui à l'entrepôt, la même chose, les produits sont réceptionnés, comptés, et on valide qu'on a bien reçu la marchandise dans sa globalité. Ouais, d'accord, sinon n'importe quel coursier aurait pu se présenter, enfin hacker un peu le système, et ok. Donc il se présente, il récupère les 8 produits à expédier, revient dans votre bureau dans le 9e à ce moment-là, et puis là on imprime, il y a Là, l'outil de Justin, c'est ça? Ouais, l'outil de Justin. Donc, les clients nous envoyaient à l'époque les fichiers Excel, on les importait dans la plateforme, ça nous sortait les étiquettes transport. Et là, en fait, on fait le matching. On se retrouve à l'étiquette transport, le bon de livraison avec le nom du client. Et les produits. Et on se retrouve du coup à faire ce travail de préparer les commandes pour nos clients. Et on sent vraiment qu'il y a une appétence sur le marché parce que entre octobre 2015 et février 2016, qui marque du coup notre première levée de fonds, on a intégré une trentaine de clients en 5 mois. En 5 mois. Et c'est quoi un client? Un client, c'est une boutique, c'est un client, chaîne retail, c'est un e-commerçant. Ok. Ça peut être un pure player, donc il n'est pas forcément obligé d'avoir un magasin. Et dans le cas d'un pure player, on va collecter au départ de son domicile quand il est encore tout petit, ou au départ plus tard de son entrepôt si son entrepôt ne fait pas forcément de e-commerce. Il peut avoir un entrepôt sur lequel il stocke sa marchandise, mais qui n'est pas encore aménagé pour faire du e-commerce. Donc dans ce cas-là, on va collecter au départ de l'entrepôt. Et quand c'est un acteur qui a des magasins, donc qui fait également du retail, là dans ce cas-là, on vient collecter au départ de 1 ou plusieurs magasins. Donc une boutique indépendante qui a un magasin va venir collecter au départ de sa boutique, et un acteur ayant plusieurs magasins, dizaines, centaines, là on va connecter une partie de son parc retail pour venir collecter au départ de plusieurs boutiques. Alors on abordera la partie technique plus tard, mais donc il y a quand même une grosse dominante, une grosse brique technique qui est de se connecter à leur stock. Tout à fait. Stock dans les magasins qui sont souvent des outils de gestion, qui peuvent être des outils de gestion différents. Ouais. De l'entrepôt, ok. Et donc, tu as dit que le premier type de client, l'un des types de clients, c'est aussi des e-commerçants qui ont leur propre stock. Qui ont leur propre stock. Et donc, nous, notre service, la V0 dont on a parlé tout à l'heure, c'était le fichier Excel. Très vite, en fait, on s'est rendu compte que pour leur enlever encore plus une épine du pied, il fallait qu'on se connecte aux solutions techniques existantes en e-commerce. Donc leur Shopify, leur Magento. Leur Magento, leur PrestaShop. Donc on a recruté une équipe de développement très rapidement. Dès qu'on a levé de l'argent, on a recruté des développeurs et on a développé l'ensemble des connexions API avec ces solutions pour automatiser la redescente et la remontée d'informations. Puisque le client, il a besoin de savoir quoi? Il a besoin de nous transmettre de l'information pour nous dire j'ai eu entre hier et aujourd'hui 45 commandes sur mon site e-commerce. Voilà les adresses de mes clients. Voilà les produits qu'ils ont commandés et voilà le mode de transport qu'ils ont choisi, du point relais, du domicile, de l'express, de la livraison sur créneau. Et ensuite, nous, une fois qu'on a récupéré la marchandise, il veut savoir où en est la préparation de sa commande, est-ce qu'elle a été emballée, et une fois qu'elle a été expédiée, où en est la livraison, avec un numéro de tracking qui lui permet, lui, de suivre la livraison de son produit, et également, en fait, d'envoyer l'email transactionnel à son client final pour lui dire, voici votre numéro de suivi, vous pouvez suivre votre colis. Ouais, c'est totalement transparent pour le client et le client du client. Exactement. Enfin, le client de Wing et le client du client. Ok. Et du coup, vous vous liez à toutes les plateformes actuellement? Aujourd'hui, on est lié à une dizaine de plateformes et bien évidemment, toutes les plus grosses du marché, on est connecté à elles. Et vous avez une API? Et on a une API. Donc c'est sur étagère pour les plateformes les plus... D'accord. Qu'est-ce qui vous est le plus demandé en ce moment? Parenthèse, mais... Shopify. Shopify, c'est énorme. En fait, au démarrage, on avait noué un partenariat avec PrestaShop. Parce qu'on sait PrestaShop, solution française. Ouais, et puis qui est une très bonne solution. Qui est une très bonne solution, qui a énormément de marchands. Et je dirais, à partir de 2018, on a senti un switch sur le marché et on a eu de plus en plus de marques qui nous ont contactés et qui étaient soit en train de migrer de PrestaShop à Shopify, soit qui se lançaient sur Shopify. Et aujourd'hui, on a, je dirais, un client sur 2 qui est sur une plateforme Shopify.
C'est incroyable ça. Ouais. Clients sur 2 en France, enfin dans les zones que vous dans les zones vous qu'on couvre, Paris, Marseille et Lyon pour le moment. D'accord. Ok, je reviens à ce que tu disais. Donc, lancement octobre 2015, 30 clients en février 2016. En 5 mois, ces clients, comment vous les avez eus? Alors, déjà, les premiers clients, ça a été nos Réseau. proches, notre réseau. Après, on avait trouvé une petite astuce avec Jean-Baptiste, c'est que on allait zoner sur le web, sur les sites internet. Et en fait, dès qu'on voyait qu'il y avait des retours qui étaient offerts, on commandait sur le site web des clients. On recevait le produit et puis on renvoyait le produit. Et on prenait contact du coup avec la marque en leur disant on a reçu votre produit, l'emballage n'était pas tip top, et puis bon au final je veux me rétracter, j'ai 14 jours pour le faire donc je me rétracte. Et quand on sentait qu'il y avait une possibilité en fait de parce que la marque elle nous disait je suis pas très content de mon prestataire actuel, ou je fais tout ça en interne, c'est un peu la galère. On repassait le numéro à l'autre et 2 jours après, comme par hasard, nous on appelait et on présentait Wing. C'est ça là. Mais ça marche. Ça a marché. Ça a marché. En tout cas, ça a été au début un moyen pour nous d'aller chercher les premiers clients. Okay. Et les 30 premiers, on les a eus avec réseau et de cette façon. Et puis après, on a recruté une véritable équipe commerciale. Et donc, c'est de la prospection B2B traditionnelle. Donc, il y a du phoning. Donc, on a des bases de données qu'on achète et sur lesquelles on fait du phoning pour présenter notre solution à des e-commerçants. On a noué également des partenariats avec des agences web. Parce que du coup, au final, pour les marques qui décident de passer par une agence, l'agence, c'est celui qui va lui donner des conseils sur différents métiers, différentes choses. Et à un moment donné, le sujet de la logistique est abordé. Et donc, les agences, on allait les voir pour leur présenter ce qu'on faisait et elles ont mis en avant Wing. Donc, ça nous a également apporté une partie de lead, un flux de business. Et comme j'en parlais tout à l'heure, toutes les solutions e-commerce. Donc, on a commencé par PrestaShop, puis on a fait un partenariat avec Shopify, puis on a fait un partenariat avec certaines marketplaces qui, du coup, de manière mensuelle, envoient un email ou une newsletter à leurs clients en leur disant, voilà, il y a une solution de logistique e-commerce qui existe avec laquelle on a intégré. Elle s'appelle Wing et vous pouvez prendre contact avec eux. Et du coup, tu peux te substituer au logisticien pour un e-commerçant. Je me substitue complètement au logisticien. Je suis un concurrent direct des logisticiens qui récupèrent les stocks des clients. D'accord. Tu dois du coup avoir des entrepôts, enfin de l'espace de travail. Ouais, tout à fait. Okay. Donc, on a aujourd'hui 1000 m² aux portes de Paris à Saint-Denis. Et en fait, ce qui est super intéressant dans notre modèle, c'est que sur 1000 m² d'entrepôt, on sort un peu plus de 150 000 commandes par mois. Si tu donnes ce ratio-là... Okay, je me suis jamais posé la question de si tu donnes ce ratio-là... Attends, je le répète, 1000 m² d'entrepôt pour 150 000 colis expédiés par mois. Et en fait, si je donne ce ratio, ce que tu dis, un logisticien, il lui faut, pour faire le même flux qu'on fait, il lui faut entre 15 et 20 fois plus de surface. Et pourquoi ? Parce qu'il stocke la marchandise. Nous, le stock, il arrive chez nous dans la journée par nos coursiers. Oui, c'est le soir, il n'y a plus rien en fait. First out, enfin, c'est ce qui arrive repart, quoi. Exactement. C'est juste un entrepôt de travail, c'est un espace de travail, c'est pas un espace de stockage. Production. Donc, tu viens chez nous entre midi et 21h, c'est une ruche pas possible. Et à 23h, tout est clean. Et un client qui te demande de stocker, tu lui dis quoi ? Alors, jusqu'à récemment, on le faisait pas. Parce qu'on s'était vraiment attelé à proposer une solution au départ des magasins. Et en fait, il y a eu un moment où on a commencé à ressentir une frustration, alors déjà chez nos clients, mais même chez nous en interne, c'était de se dire qu'on récupérait en fait des marques qui démarraient, elles faisaient 150, 200 commandes par mois. Et puis Wing les accompagne dans leur croissance et elles se retrouvent 2 ans après à faire 4-5 000 commandes par mois. Et là, à ce moment-là, une marque qui fait ce flux-là, elle te dit « c'est plus possible de le faire au départ de ma boutique. Il me faudrait une solution logistique complète et j'aimerais vous mettre du stock chez vous. » Et donc, pendant quelques mois, on a perdu des clients. C'est un autre métier, le stockage. Quoi. C'est un autre métier. Je suis bien d'accord avec toi. On a vraiment hésité à se lancer dessus. Et en fait, à la fin de l'été, on a noué un partenariat industriel avec CMA-CGM, qui est rentré d'ailleurs à notre capital à l'occasion de ce partenariat. Et CMA vient de racheter un gros logisticien qui s'appelle Seva Logistique, qui a pas mal d'entrepôts en France. Et en fait, aujourd'hui, on utilise les surfaces de Seva Logistique,
qui est un logisticien plutôt B2B. Donc, il va gérer le réassort des magasins. Il fait un petit peu de e-commerce, mais il est vraiment spécialisé en B2B. Et nous, on vient en fait utiliser des espaces qu'ils ont disponibles dans leurs entrepôts pour plugger du e-commerce et faire de la gestion de stock. Du buffer, du tampon, ok, j'entends. Donc, j'en reviens à ce que tu disais, 30 clients en 2016, vous faites une levée de fonds. Ouais. Vous avez levé combien jusqu'à présent? On a levé 5 millions d'euros cumulés depuis 2016. En combien de tours? En 2 tours. En 2 tours, bon, super. Donc 30 clients en 2016, vous faites une levée de fonds et 3 ans plus tard, parce que c'est exactement 35 mois plus tard, on est en janvier, vous avez 300 clients actifs et 200 clients quotidiens ou tu m'as dit quoi tout à l'heure? Alors on a 300 clients actifs dans notre base de données, 200 qui expédient tous les jours avec nous, donc c'est-à-dire qu'on vient collecter quotidiennement soit au départ de leur magasin, soit au départ de leur domicile des produits à expédier. Notre client moyen fait 450 colis par mois. Et du coup, les 100 autres clients, ce sont des clients plus ponctuels qui font appel à nous de manière occasionnelle pendant un pic. Il y en a énormément en e-commerce. Ça va être les soldes, ça va être le Black Friday, ça va être Noël, ça va être la Saint-Valentin. Et donc, du coup, quand eux ont des pics d'activité, à ce moment-là, ils nous sous-traitent leur logistique. D'accord. Comment s'est passée cette fin d'année? Écoute, très bien. Entre Black Friday, Noël, les fêtes. Ça a été une super fin d'année. Je pense que c'est la première année où on n'a pas eu de secousse. En fait, on était vraiment bien préparés. Toute l'année, on a vraiment amélioré nos process et notre schéma logistique. Et cette année, ça a été, alors qu'on a fait x2 en volume sur une journée pour le Black Friday, on est passé de 5 000 quotidiennement à un peu plus de 15 000 sur le Black Friday. Et ben, on n'a eu aucune turbulence. Donc ça s'est vraiment bien passé. 5 000 en moyenne? Ouais. Par jour? 5 000 par jour. Ouais. Et là, vous avez doublé pour... Triplé, ouais. 15 000. 15 000. Oh là là. Et ça a absorbé? Vous avez absorbé la charge? On a absorbé la charge. Vous étiez prêts? On était prêts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que habituellement, on est ouvert sur 2 shifts. Donc, on travaille on opère de 8h du matin à 21h. Et là, exceptionnellement, pour Black Friday, on était ouvert sur 3 shifts. Donc, 24 heures sur 24, du vendredi au mardi. Oh là là. Ok. C'est un métier de process, hein. J'imagine que une optimisation de process peut te ruiner ta marge ou t'améliorer. C'est un métier d'optimisation permanente. D'ailleurs, nous, en 2016, quand on a levé de l'argent, on s'est rapproché à ce moment-là d'un cabinet de conseil en logistique qui s'appelle GCL, qui est honnêtement un super cabinet. C'est lui qui a fait une grande partie de la logistique de VP. Et lui nous a vraiment accompagnés sur la création de ces process. En fait, on était une solution jamais vue dans le marché de la logistique, donc il fallait tout bâtir, mais il y a quand même des éléments communs avec de la logistique traditionnelle. Emballer un produit, prendre un produit sur une étagère, l'emballer, l'expédier, sauf que vous, il n'est pas sur étagère. Exactement. C'est ça. Exactement. Okay. Et donc du coup, on a construit avec eux nos process. Et maintenant, notre travail, c'est de l'améliorer nos process au quotidien. Ça passe par de la mécanisation, ça passe par de l'amélioration continue pour produire le plus rapidement possible. Notre KPI dans l'entrepôt, c'est d'être capable de produire un colis plus rapidement demain qu'on ne l'a produit aujourd'hui. Être capable, donc c'est une des principales KPI, donc mesure de succès, on va dire, de l'entrepôt, c'est de produire plus rapidement demain que vous avez produit aujourd'hui, donc de réduire en permanence le temps de production en moyenne en restant sur un service identique et de qualité. Ouais. Le but, c'est pas de réduire la qualité, c'est de continuer à produire de la qualité, mais en le faisant plus rapidement. Parce que c'est un élément clé, en fait, en e-commerce. Tu as besoin de livrer rapidement le client final. Donc, on doit être en permanence à la recherche de gains de productivité à ce niveau-là. Ok. Combien de produits par mois vous expédiez ? Tu peux le dire, je sais. Alors, de produits, j'ai pas l'information. Combien de colis, pardon, je peux te dire, j'expédie 150 000 commandes par mois. D'accord. Et c'est en croissance tous les mois, donc j'espère que dans un an, je pourrai t'en annoncer 2 fois plus. Ces 1000 mètres carrés vont suffire ? Parce que c'est ce que tu me disais, hein, c'est la capacité de 150 000, donc vous l'utilisez à pleine capacité. Ces 1000 mètres carrés vont suffire, ils ont encore la capacité de prendre plus. Et puis, en fait, ces 150 000 commandes, elles sont pas que sur Paris. On en a aujourd'hui une petite partie, mais grosso modo 10% qui part de Marseille. Okay. Parce qu'on a ouvert Marseille en janvier 2019 et 2% maintenant qui part de Lyon qu'on a ouvert au mois de septembre avec un partenaire local qui n'est d'autre que La Poste.
Donc c'est La Poste en fait qui emballe nos commandes. Je voulais y venir plus tard, mais on va y venir maintenant du coup. Jusqu'à présent, avant janvier 2019, le service n'était disponible que sur Paris et région parisienne. Et vous avez ouvert Marseille en janvier, puis Lyon en septembre. Ce que je lisais dans un article de Madines en préparant cet entretien, c'est que vous étiez rentable sur Paris, vous aviez atteint la rentabilité sur Paris. Mais ce que tu me disais en préparant l'entretien, c'est que sur Marseille, il a fallu un peu de temps pour le faire. Il a fallu combien de temps ? On arrive à peine aujourd'hui à la rentabilité sur Marseille. Donc, au bout d'un an. J'ai envie de dire, il faut 1 an et beaucoup de travail. Et en fait, ça a été, nous, quelque chose où on s'est énormément investi, Jean-Baptiste et moi, où on est allé à Marseille plusieurs fois par mois pour rencontrer les clients, pour créer en fait Wing 2 à Marseille. Donc, nous, ça a été beaucoup de déplacements sur cette année. Et aujourd'hui, avec le flux qu'on a, on commence à espérer la rentabilité sur le début de l'année à Marseille. Mais donc, il faut une bonne année d'investissement et beaucoup d'énergie pour aller chercher en fait le flux suffisant pour couvrir tes coûts fixes et variables. D'accord, oui, j'imagine que... Alors, c'est hyper intéressant, c'est comme d'ouvrir un nouveau pays, il y a plein de questions qui se posent. Toutes vos nouvelles villes, tu as déjà des clients sur Paris qui ont des boutiques à Marseille. Ouais, tout à fait. Donc, c'est les premiers clients que tu vas voir. C'est les premiers clients. Quand tu ouvres, et d'ailleurs, ce sont ces clients-là qui nous ont poussé à aussi ouvrir des villes. C'est qu'on a eu la chance en 2017 d'être contacté par des grands retailers. Et pour en citer le premier qui nous a contacté, c'était The Couples. Et à un moment donné, quand tu travailles avec The Couples, il te dit j'ai... C'est combien de boutiques The Couples en France ? Plus de 80. En France ? Ouais, en France. Ok. Et sur Paris ? Et sur Paris, une bonne quinzaine. Ok. Mais donc c'est un peu chiant pour eux de voir... Il limite. On est écouté, je crois, mais oui, et surtout de devoir faire le tri. C'est-à-dire que si tu commandes en ligne dans mais que tu es dans la région parisienne et que le produit n'est pas dans mon stock chez mon logisticien, mais en boutique, ça fait quand même pas mal de choses à faire pour le... Le client final n'a pas besoin d'être en région parisienne. Après, le client final, il peut être n'importe où. La seule chose clé, c'est de savoir où est le produit. Est-ce qu'il est disponible dans l'entrepôt e-commerce ? Dans ce cas-là, il part de l'entrepôt e-commerce. S'il n'est pas disponible dans l'entrepôt e-commerce, à ce moment-là, il est dispatché vers le parc retail. Et donc, jusqu'à janvier 2019, il était dispatché uniquement sur la région parisienne, puisque c'était là où Wing était capable d'opérer le service. Okay. Après, je vais pas te mentir en te disant que c'est pas un frein commercial, mais c'est pas non plus si embêtant que ça, parce que bien souvent, les marques, ce qu'on appelle le ship from store, elles y sont pas encore. Elles sont toutes en train de s'y mettre, mais elles y sont pas. Et donc, ça leur va très bien, finalement, de commencer un POC sur 6 mois, 1 an, sur uniquement une ville. Boutiques, et en plus, bien souvent, ils ont leur siège social qui est en région parisienne. Donc, ça leur permet également, eux, d'avoir un œil sur ce qui se passe au plus proche du terrain. Et nous, de toute façon, c'était dans notre plan de développement d'ouvrir de nouvelles villes. Donc, on leur a dit, on va également accompagner la croissance de votre activité en ouvrant des nouvelles villes. Et donc, en effet, ces marques-là, quand on ouvre une nouvelle ville, Marseille, Lyon, ce sont nos premiers clients. Et ils vont nous connecter 2, 3 boutiques et ils vont nous apporter nos premières commandes. Et puis après, il y a tout le réseau local, toutes les marques locales qu'on doit aller prospecter. Et ça, c'est vraiment du porte-à-porte. Là, c'est du porte-à-porte. Et en fait, on doit refaire ce qu'on a fait à Paris, refaire des partenariats avec les agences locales, agences médias web locales, se faire connaître auprès de la CCI, avoir 1 ou 2 articles de presse dans les médias régionaux. Et on recommence en fait l'évangélisation de la solution. Il s'est passé 9 mois donc entre l'ouverture de Marseille, il y a 1 an, et puis l'ouverture de Lyon en septembre. Qu'est-ce que vous avez appris à Marseille que vous avez appliqué à Lyon ? Je dirais le staff. Quand on est parti à Marseille, on avait uniquement mis une personne. Parce qu'on pensait... Localement à Marseille. Ouais, localement à Marseille. Parce qu'on pensait qu'une personne allait suffire pour gérer le démarrage d'une ville. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que l'objectif, c'est de faire du flux. Et dès qu'il y a du flux, cette personne est prise par l'opérationnel, par le day-to-day, en fait, des clients qui appellent, qui vont sur la plateforme pour demander où est le coursier, qui vont suivre, en fait, l'itinérance de leur colis. Et donc, au démarrage, vu que tu dois tout faire pour créer les premières relations avec tes partenaires locaux, il y a beaucoup de travail humain. Et en fait, cette personne est très vite devenue était sous l'eau. Et donc, quand on a ouvert Lyon, en fait, on s'est dit, il faut 2 personnes. On va mettre une personne dédiée au business, donc qui va être en charge d'aller chercher les clients et d'être l'image Wing locale, et une personne en charge des opérations qui va être le tampon entre Wing
et le partenaire local, puisqu'il faut savoir qu'en région, c'est pas des entrepôts Wing sur lesquels on produit, mais c'est des entrepôts de partenaires. Et du coup, tu fais quoi? T'apportes du process? J'apporte toute ma technologie. Ouais. Donc, mon WMS, mon TMS, bref, la solution Wing packagée, je l'apporte. J'apporte le business. C'est moi qui vais chercher l'ensemble des clients. On va définir, on en parlera dans 10 minutes, mais le WMS était... Et ce que je vais chercher, en fait, chez ces partenaires, c'est de l'espace et du people. Puisque c'est eux qui produisent, en fait, mon service. Et donc, je leur achète une prestation. Je leur achète le fait de préparer les commandes pour moi. Par contre, ils sont onboardés, ils viennent pendant 2-3 jours. Ça me fait des rires parce que j'ai écouté récemment ton interview avec Trust, qu'on a également en fait, Wing Academy à Paris, sur laquelle on fait venir nos prestataires. Ils viennent se former à nos process, à notre outil, à la qualité qu'on leur demande d'avoir. Et derrière, ils ont toute la toolkit pour préparer les commandes pour nous. Et bien, on les monitore, on va les voir tous les mois pour faire des suivis de performance et voir s'ils sont dans les clous par rapport à ce que nous on attend. D'accord, donc un partenaire pour le... De toute façon, on interflorise un petit peu les logisticiens. Vous interflorisez les... Ok, process, outils, formation de collaborateurs, mais toujours en partenaire local, plus ensuite une personne pour gérer l'opérationnel et le business, ce que vous n'avez pas fait à Marseille, mais que vous avez fait à Lyon. Ouais. C'est ça? Mais tu me disais en plus qu'à Lyon, vous étiez en partenariat avec le partenaire de Lyon, c'est La Poste. Ouais, pour nous, c'est une grande fierté de pouvoir travailler avec La Poste. Aujourd'hui, quand on fait de la logistique et du transport en France, ça reste un acteur incontournable. La plupart des colis aujourd'hui transitent par le réseau du groupe La Poste. Et en fait, fin 2018, on a rencontré les équipes innovation du groupe La Poste et ils nous ont présenté leur vision 2022 en nous expliquant que la logistique urbaine était quelque chose de crucial dans leur développement. Et notre solution est une solution typique de logistique urbaine. On vient préparer des commandes e-commerce dans le cœur des villes. Et donc, Lyon a été notre premier... T'es pas la première personne sur ce podcast à avoir cette vision-là, hein, au lieu d'avoir des méga entrepôts, on se dirige vers un monde des macro-entrepôts dans les villes, disséminés dans les villes. Complètement. J'imagine qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais c'est en effet le modèle qui est en train de voir le jour. Et donc, on a noué un partenariat avec le groupe La Poste. Et donc, ce sont des postiers qui vont collecter les produits chez nos clients et des postiers qui s'occupent de faire la préparation de nos commandes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une grosse partie de nos flux repart dans les mains en plus derrière du groupe La Poste. Donc, ils gèrent 100% de la prestation uniquement monitorée par une technologie Wing. Ok, c'est ton seul apport au final. C'est mon apport. Ce qui est super parce que ça te permet de scaler. Ce qui est super, et j'apporte le business également. C'est moi qui vais leur apporter le flux en fait. Ouais, ok. Du coup, en fait, ils produisent toute la chaîne, sauf la partie business et la partie technique, quoi. D'accord. Et pour eux, ça répond. Alors, je vais pas faire le porte-parole de La Poste, mais ça répond à plusieurs enjeux. Ça leur permet de faire évoluer le métier du facteur. Le courrier plonge depuis une bonne dizaine d'années. À l'inverse, le colis explose. Donc, ils ont besoin de faire évoluer les métiers des postiers vers de nouveaux métiers, et la logistique urbaine et le colis en est un. Ça répond également à un besoin d'espace. Ils ont énormément d'espace dans les villes et une grande partie de ces espaces sont vides. Donc, plutôt que d'avoir de l'espace vide qui ne sert à rien, il faut les utiliser. Et comme je te l'ai dit, à Paris, sur 1000 mètres carrés, on fait 150 000 commandes. Donc, sur 100 mètres carrés, on peut faire 15 000 commandes par mois, ce qui est déjà un très bon flux. Ce qui est un super flux. Donc, sur une petite surface, on est capable de leur apporter pas mal d'activités, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour eux. Et puis surtout, ça répond à un besoin également d'apporter du service aux villes et aux centres-villes. Les commerçants et les e-commerçants des centres-villes ont besoin d'avoir des services de proximité, et Wing est un service vraiment à destination de ces gens-là. Tu connais ton seuil de rentabilité en nombre de colis pour ouvrir une nouvelle ville? Il se situe entre 15 et 20 000 colis par mois. D'accord. Et sur la structure attends, je le note, 15 et 20 000 produits par mois. La structure de coût, du coup, moi j'achète un produit chez... j'ai acheté chez Colette, ou j'ai acheté... Tu peux donner des noms de retailers? Bah écoute, je vais citer des personnes qui sont passées chez toi, comme ça il n'y aura pas de problème, mais je travaille avec Whoopilo, avec T-Shirt Corner, avec des plus gros retailers, The Couples, Zadig et Voltaire. Oui, The Couples, tu l'as dit. Alors, on parle de The Couples, puis ensuite je reviendrai sur Whoopilo ou T-Shirt Corner. C'est des cas de figure différents. Ouais, tout à fait. Mais donc, j'achète mon produit sur Couples, je choisis de me faire livrer à mon adresse. C'est totalement transparent pour moi. Le produit n'est pas dans leur entrepôt, mais il est en boutique.
c'est là que Wing intervient. Ouais. Le e-commerçant The Couples, enfin la branche e-commerce, je sais pas s'ils sont franchisés ou en retail intégré, mais le e-commerçant du coup m'a facturé, moi client final, un prix de livraison ou me l'a offert, et vous, il va vous payer quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous paye? Alors, il nous paye 3 choses. Premièrement, il nous paye un frais logistique qui comprend l'enlèvement de son produit au départ de son ou de ses magasins et l'emballage de la commande. Chez nous, en moyenne, c'est 2,50 € la commande. Ça comprend la collecte et l'emballage. Pour 2,50 €, il y a un coursier qui s'est déplacé dans ma boutique, qui a récupéré le produit, qui l'a amené dans votre entrepôt au nord de Paris, et le produit est emballé. Je te passe les contraintes de volume, mais c'est énorme. On se déplace pas pour moins de 5 commandes. Mais une fois qu'on a passé ces 5 commandes... 5 colis. 5 commandes. Colis, commandes, tu l'appelles comme tu veux. Pour nous, c'est la même chose. Donc, pour moins de 5 commandes, on se déplace, mais on fait payer une collecte en plus. Donc, très souvent, nos clients ne nous font pas appel à nous quand ils ont moins de 5 commandes. Mais c'est pas notre cœur de business. Aujourd'hui, nos clients, ils font plus de 5 commandes par jour. Il faut des gros clients. Ouais. Donc, du coup, 2,50 € la commande, ça comprend la collecte, le consommable, la préparation, toute la logistique, finalement, de la commande. À ça, tu vas rajouter un frais IT qu'on facture 20 centimes, qui comprend toute la connexion avec leur solution e-commerce, l'intégration, plutôt que de payer en fait un gros setup fee à 5 000, 10 000, 50 000 € comme peuvent le faire des logisticiens. Nous, on l'a variabilisé, c'est à la commande et ça comprend du coup la connexion avec leur solution e-commerce, le suivi des colis, les réclamations. Si jamais il y a un colis qui n'est pas livré, en retard, c'est nous qui nous occupons de faire toute la démarche auprès du transporteur pour déjà essayer de le faire livrer et puis si le produit est réellement perdu, obtenir un remboursement. Donc ça, c'est des 20 centimes qui est pour tous nos clients le même. Mais du coup, il n'y a pas de setup fee, c'est ça? Il n'y a pas de setup fee. Donc les clients s'intègrent gratuitement et sans durée d'engagement. On est vraiment du pay as you go. Tu viens chez nous, tu commences, t'expédies. Si demain tu veux arrêter, tu peux arrêter. Et troisième chose, bien évidemment, et qui est le plus gros centre de coût, le transport, qui est du coup le fait de livrer le colis au départ de notre entrepôt jusqu'au client final. Et ça, c'est variabilisé. Et ça, c'est complètement variable. Ça dépend du poids, ça dépend de la destination. C'est pas français variabilisé, je pense. J'en sais rien, mais c'est variable. Écoute, ça me va. J'ai compris en tout cas. Donc, ça dépend du poids, de la destination, évidemment. Du mode de livraison, point relais, express, sur créneau. Voilà. D'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que c'est pas un frein commercial, mais moi, côté client, si je suis The Couples, il faut quand même que j'intègre tout ça dans mon SI, dans mon e-commerce, en termes de développement. Ça fait un peu d'intégration de mon côté. Ça fait un petit peu d'intégration, mais le gros est intégré chez nous. Donc en fait, toi, c'est du front que tu as à mettre. Tu as uniquement à proposer en fait différents services, proposer de l'express, proposer du point relais. Et aujourd'hui, tu as tous les modules des transporteurs avec lesquels on travaille qui sont disponibles en libre service sur les plateformes dont on parle, Shopify, Magento, PrestaShop. Donc tu vas télécharger ces modules, tu vas les installer et derrière, ton client va choisir un mode de livraison qui est celui que derrière nous on propose, et puis une fois qu'il l'a choisi, nous on l'opère avec nos partenaires. Ok. Et donc moi, développeur de site internet, ma seule question c'est de savoir où est mon stock, où est le stocker le produit que mon client a commandé. Exactement. D'accord. Et pour faire ça, tu utilises des OMS qui te permettent d'avoir... C'est quoi OMS? Order Management System. Qui te permettent d'avoir une vision sur tes stocks. Est-ce que le produit est disponible dans l'entrepôt ou est-ce qu'il est disponible dans des magasins? Et après, dans quel magasin je vais aller le chercher? Souvent, il y a des règles de gestion, celui qui a le plus de profondeur de stock ou celui qui est le moins visité. Chaque marque, après, a ses propres règles de gestion pour choisir le magasin duquel va partir la pièce. D'accord. Je fais une parenthèse, mais du coup, il y a des liens avec des Product Information Systems, des PIM comme Makineo? Non, hein, c'est qu'en amont, ça, il n'y a pas d'infostock dans ce genre d'outil. Ok. Donc, 2,50 plus 0,20. Ensuite, tu refactures le transport. Ton 2,50, comme ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est facile de se planter, quoi. Ouais. Non, mais un bouchon Ouais. Et en fait, des crèves comme en ce moment à Paris. Ce qui est super dur dans notre métier, c'est que Amazon a transformé l'esprit du client final. Et en fait, à un moment donné, on est tous un client final. On commande tous sur Internet et on a tous l'impression que la logistique est gratuite. Elle n'est pas gratuite, elle est offerte. Et c'est complètement différent. C'est que y a quelqu'un qui la paye à un moment donné, cette logistique. Et donc, la complexité dans notre métier, c'est que nos clients, étant également à un moment donné finalement consommateurs et achetant en ligne, veulent payer le moins possible
pour cette partie logistique. Et il faut savoir aussi que la logistique et le transport, dans le coût, dans les dépenses en tout cas d'un e-commerçant, ça peut aller jusqu'à 30 à 40% de l'ensemble de ses coûts. Ouais. Donc, c'est un poste de dépense qui est très important. Et donc, c'est souvent une bataille de leur faire comprendre que à 2,50 €, il y a quand même un coursier qui doit être efficace, arriver à l'heure, récupérer leurs marchandises, faire que les produits arrivent chez nous pas cassés, que derrière nous on doit fournir l'emballage, on passe du temps à faire de la manutention pour produire un colis de qualité et éviter un maximum la casse. Donc il y a une grosse partie où en fait il faut leur expliquer que tout ça a un prix. Et là-dessus, c'est vrai que Amazon joue un rôle, un jeu qui est compliqué pour les acteurs de la logistique. Pour le reste ouais. Ok. Je fais une parenthèse, mais tout à l'heure, tu m'as dit 15 à 20 000 colis par mois, c'est ça, pour la rentabilité? Ouais. Et la rentabilité, vous l'avez, j'imagine, calculé, mais à 2,50 plus 20 centimes, vous l'avez, quoi. Ok. Je vous laisse faire le calcul. T'as dit un truc tout à l'heure. Il y a le transport aussi. Oui, plus le transport, évidemment. Mais vous refacturez avec marge, enfin tu as peut-être pas envie de me répondre, mais... il y a rien de secret là-dessus, c'est le métier de la plupart des acteurs de la logistique. On achète du flux auprès de nos partenaires, donc nous on s'engage à leur acheter plusieurs centaines de milliers, voire millions de colis par an. Donc ils nous offrent de la discount et nous on redistribue une grosse partie de cette discount à nos clients en fonction de leur volume. Ils ont des paliers, plus ils font de volume chez nous, plus ils vont avoir de discount et on en garde une partie pour nous. D'accord, entendu. T'as dit un truc tout à l'heure dans ce prix de base, les consommables. Du coup, avec 300 clients, vous avez 300 types de packaging. Moi, quand je suis The Couples et que j'expédie avec Wing, j'ai envie qu'il y ait écrit The Couples sur la boîte, évidemment. Tout à fait. C'est un très bon point. On a ce qui est normal chez les ce qui est légitime en fait. Ce qui est très légitime. Et d'ailleurs, nous, pour rien de cacher, on est les premiers à dire aux marques avec lesquelles on travaille, investissez sur votre logistique. Parce que en ligne, en fait, c'est un des moyens de vous différencier de votre voisin qui n'est qu'à un clic de vous. Et la façon dont vous allez livrer l'expérience logistique qu'il va avoir en recevant son colis, l'effet waouh ou pas, ça va être un élément de fidélisation et de réachat sur votre site. Donc, on est également très présent sur cet aspect-là avec nos marques. Alors, pour te répondre, non, on n'a pas 300 consommables différents. On a une offre qui est standard, qui nous fait faire grosso modo du Amazon-like. Donc on va mettre un carton. Il y a écrit Wing sur le... Il y a écrit Wing sur le carton et on va faire un carton assez standard avec une boule de papier craft pour protéger le produit et on va expédier. Ça, ce sont les clients qui veulent avoir un frais logistique le plus bas possible. Et pour ceux qui veulent vraiment une expérience plus personnalisée, et ben là, on va rentrer vraiment dans de la personnalisation avec eux. Donc soit on va leur apporter notre expertise sur ce métier-là et on va leur proposer différents services qu'on a déjà, différents packaging qu'on a. Donc on fait de la boîte postale complètement recyclée et recyclable. Et pour ceux qui ont déjà fait ce travail en interne, et c'est souvent le cas des grands retailers dont tu parlais, ils nous imposent un packaging. Et là, c'est soit eux qui nous le livrent parce qu'ils en ont des quantités importantes direct chez eux, soit ils nous mettent en contact avec leur fabricant et on refabrique des produits, des colis pour eux, pour avoir du stock et expédier les commandes dans leur colis. D'accord. Vous utilisez Wing quand il n'y a plus de stock de consommables et qu'il faut aller le chercher chez le... Non, on a toujours suffisamment de stock et ça pour le coup on a une vraie gestion des consommables. Dès qu'on en a plus, on fait du réassort. On parlait de Couples depuis tout à l'heure. T-Shirt Corner et Wopilo qui sont passés sur ce podcast et je vous invite à écouter ces épisodes qui sont vraiment bien. Sont des e-commerçants sans boutique physique. Du coup, vous jouez le rôle de, pas de logisticien parce qu'il n'y a pas de stock, mais c'est ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Complètement. Donc, il y a une commande, je passe commande sur Wopilo. Ils ont chez eux un stock, mais ils sont pas spécialistes de l'emballage et de l'expédition. Donc, c'est vous qui vous en occupez. Alors, et même, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, Wopilo fait partie des clients qu'on a intégrés sur une offre de stockage. D'accord. Donc, du coup, ils sont chez un de nos partenaires, donc Seva Logistique de CMA CGM. Et donc, on a leurs produits en stock et on expédie les commandes qui sont, les produits qui sont au départ de notre entrepôt. Ça, c'est pour le cas de... Donc ça, on est d'accord, c'est un vrai métier de logisticien. Un vrai métier de logisticien avec un pricing qui est du coup différent de celui que je t'ai annoncé, mais qui se rapproche de celui des logisticiens traditionnels. Là où on va faire notre différence par rapport à des logisticiens plus historiques, sur toute notre technologie. C'est qu'on n'a pas développé, nous, un WMS avec 50 milliards de fonctionnalités qui
entre guillemets, ne servent à rien, mais on est allé vraiment à l'essentiel. Et donc, du coup, nos clients ont de la visibilité sur leur stock, ont de la visibilité sur ce qui leur importe vraiment. C'est leurs produits, leurs commandes, où ça en est. Et on est intégré également nativement avec l'ensemble des solutions e-commerce. Donc, l'information, elle redescend et elle remonte automatiquement. Totalement transparent et peu d'intégration pour le e-commerce en final. Et peu d'intégration. Okay. Donc ça, c'est le cas de Woopilo et d'autres marques, mais on n'en a pas beaucoup sur ce créneau-là qui sont en stockage. On doit en avoir moins d'une dizaine. Vous en cherchez ? Bien sûr. C'est un axe de développement. C'est un véritable axe de développement pour nous en 2020, puisqu'on a commencé à commercialiser cette offre mi-2019. Donc finalement, pour nous, c'est un véritable axe de développement. Et aujourd'hui, on reçoit une dizaine de leads par jour qui s'inscrivent sur notre site. Sur 10 leads qui s'inscrivent par jour, tu en as 50% qui nous demandent du stockage. Alors dans les 50%, on répondra pas à tous parce qu'il y en a qui sont trop petits. Et en fait, pour 50 colis par mois, tu vas pas te mettre à récupérer le stock de ces marques-là parce que c'est une vraie contrainte. Il y en a qui sont trop gros ? Non. Est-ce que vous scalez votre croissance ? Est-ce que tu veux ce que je veux dire ? En fait, je suis contrôlé, Aujourd'hui, je suis capable, et c'est notamment pour ça que j'ai fait ce partenariat avec CMA CGM, je suis capable de répondre à une marque qui me dit je fais 25-30 000 commandes par mois. J'ai les espaces et les surfaces nécessaires pour récupérer ces produits. Et après, la technologie, que tu fasses 500, 1000, 5000, 20 000 commandes par mois, elle change pas. C'est uniquement les process logistiques qui, eux, vont évoluer. Je nous resserre de l'eau. Je m'éloigne du micro, pardon. Très bien. Un dernier point qu'on peut aborder avant de tranquillement conclure, c'est justement cette partie techno. Donc je te demandais en préparant l'entretien si vous aviez des outils sur étagère ou si vous aviez développé vos propres outils. On a utilisé des acronymes pendant cet entretien que vous ne connaissez pas forcément. Alors je vais vous les donner. TMS qui est Transport Management Pardon, System. Voilà, même moi-même j'étais perdu. Transport Management System, WMS qui est Warehouse Management System et OMS qui est Order Management System. Il y a, alors c'est marrant parce que chez Cosa Vostra on avait nous-mêmes il y a peu une demande d'un client sur ce sujet. Et la question c'était est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou est-ce qu'on le redéveloppe, est-ce qu'on le prend sur étagère et qu'on fait une intégration, est-ce qu'il y a des open source qui existent. Et en fait, il y a tout qui existe, entre des trucs développés en Inde qui coûtent 30 € par mois et qui font tout et n'importe quoi, entre des trucs qui coûtent plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros. Donc vous avez choisi, c'est ce que tu me disais, de développer vos propres outils. Ouais. Et vous avez 3 outils du coup, TMS, WMS et pas OMS. Pardon. On n'a pas l'OMS. C'est pour le e-commerçant. on n'a pas l'OMS. Par contre, on a TMS, WMS développé en interne. Le TMS, il nous permet de faire 2 choses. La première, c'est de gérer les coursiers qui vont collecter les produits de nos clients. Donc, on les a intégrés sur ce TMS et donc on a chez nous une personne au Fleet qui opère la tournée de ces coursiers. Flotte, gestion des coursiers. Il y a un poste chez Wing. Il y a un poste chez Wing de Fleet ou plusieurs Manager, d'ailleurs, qui est en fait la personne en relation directe avec nos coursiers. Alors, il faut bien savoir que ce ne sont pas des coursiers Wing, ce sont des partenaires, type Delivery, type Stuart, mais il y a 10 000 boîtes de courses en France, donc ce sont eux en fait qui nous apportent 10 000 boîtes de courses, c'est énorme. Qui nous apportent en fait cette fonction de collecte. Donc on les a intégrés sur notre TMS et en fait on leur envoie des ordres de mission et derrière eux prennent la main pour aller collecter au départ des magasins de clients. Eux sont branchés sur votre TMS ou il y a une place de marché ensuite? Non, eux sont branchés sur notre TMS et c'est nous qui leur envoyons des ordres de mission. Et également le transport sur la partie finale, donc là c'est les Colissimo, le Chronopost, le colis privé qui va livrer en fait le client final chez lui en point relais. Et ces grands acteurs ont leur propre API. Ouais. En revanche, pour les plus petits, les 10 000 coursiers, tous ne l'ont pas, quoi. Donc il faut. Ok. Un coursier peut prendre combien de colis en moyenne? Ça dépend. On a tout type de véhicules sur la partie course. On va travailler avec des vélos cargo dans les villes quand on va collecter des petits produits. Donc là, c'est un coursier, il peut récupérer jusqu'à 20 commandes. Un scooter. Et pour les clients qui ont les plus gros volumes, ça va être c'est pas un poids lourd, mais ça va être une grosse camionnette qui va récupérer jusqu'à 200, 300, 400 commandes. Donc je sais pas, si je fais on va dire 200 moyenne, il y a en permanence 35 mecs sur la route, je sais pas, une cinquantaine de coursiers sur la route qui sont en train de récupérer des... Tout à fait. D'accord. Je suis loin de la vérité? Non, on est proche de ces chiffres-là en termes de coursiers qui travaillent pour nous au quotidien pour aller récupérer les colis de nos clients. D'accord, ok. Donc ça c'est la partie TMS que vous avez développée en interne parce que les solutions qui existent sur le marché sont soit trop complexes, soit trop onéreuses, soit en fait on a décidé aussi de le faire chez nous pour en fait avoir cette valeur en interne. C'est aussi la valeur de notre entreprise d'avoir des outils sur lesquels on est propriétaire et sur lesquels on peut faire des ajustements dès qu'on en a besoin. C'est que on a besoin de flexibilité.
pour rien te cacher, on avait commencé à l'externaliser, à prendre des solutions qui existent. Et en fait, tu te rends compte que dès que tu as besoin de faire une modification, déjà, c'est des coûts, parce que les modifications, elles se font pas sans coût. Et puis, c'est du délai. Et nous, on a besoin de se dire, si cette feature, elle est indispensable pour notre client, si c'est le cœur de métier, on va la faire, la maîtriser, et elle va être une top priorité. Et tu peux gérer ta top priorité chez toi, tu peux moins le faire chez un partenaire. Ouais. Et en plus, ça crée de la valeur pour l'entreprise. C'est le cas de Marcel VTC, je crois, qui a vendu à Renault, principalement pour sa techno. Hein. Et le WMS, donc et le WMS, c'est la même chose. En fait, on a regardé les WMS du marché qui existaient, déjà installer les licences. Alors, est-ce que tu peux définir un WMS pour un Warehouse Management System? C'est un outil très complet qui permet à un logisticien de réceptionner de la marchandise, donc de flasher des codes EAN, des palettes pour informatiser l'ensemble de la réception de ces produits. Et puis une fois que les produits sont en stock, dès qu'il y a un produit qui sort de stock, le flasher pour que ça, de manière incrémentale, ça puisse enlever le stock disponible. Bref, c'est un outil qui permet de la traçabilité complète de la marchandise dans un entrepôt. Et les solutions qui existent sont déjà très très coûteuses. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour obtenir des licences et les implémenter. Donc c'est un investissement qui est important. Et avec énormément de fonctionnalités. Parce qu'en fait, les WMS, très souvent, ils font du B2B et ils font également du e-commerce. Et nous, on fait que du e-commerce. Donc toutes les fonctionnalités liées à la palette, à de la sortie de stock sur palette, elles n'ont pas lieu d'être chez nous. Et donc, vu qu'on a remarqué que notre outil, sur 30% d'un WMS, on était capable de produire nos opérations, on a décidé de créer cet outil. Les 30% qui étaient importants pour nous, de les faire en plus complètement à notre sauce, de manière très simple, très intuitive. Et en fait, on le voit, quand aujourd'hui on met notre outil dans les mains de partenaires, que ce soit la Poste à Lyon ou un autre partenaire qu'on a à Marseille, en 2 jours, il est formé et autonome. Nous, on a fait l'expérience d'intégrer un WMS, parce que comme le TMS, on en a sourcé quelques-uns, c'est des semaines... Vous avez testé avant de développer. Bien sûr. Ouais. C'est des semaines d'intégration et c'est des semaines pour être autonome, mais on n'est jamais réellement autonome en fait. Ah. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de le faire. Et tu te plies à l'outil en plus, plutôt que de plier l'outil à ton besoin. Bon, ce qui ensuite a un prisme différent. Hein. Aux États-Unis, on développe souvent, en France, disons, je veux dire, on a plus souvent l'habitude de développer l'outil pour son besoin. Aux États-Unis, je sais que on se plie aux outils existants. C'est plus dans le. Et d'ailleurs, tu vois, c'est en tout cas le fait d'avoir développé ça chez nous, ça nous offre aujourd'hui une nouvelle corde à notre arc, c'est de se dire ce software qu'on a développé, demain on va le commercialiser. Et quand je te dis demain, c'est réellement demain. C'est ma question suivante. Parce qu'en 2020, on a décidé de commercialiser également cet outil. Pour qui ? Pour les petits e-commerçants qui ne souhaitent pas forcément nous remettre leur logistique parce qu'ils n'ont pas assez de flux. Et qui vont se dire, attendez, moi je fais peut-être 5 ou 10 commandes par jour. Payer 2,50 € au départ de mon magasin ou de mon entrepôt, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'aimerais bien avoir un outil qui me permet de sortir mes étiquettes de transport et mes bons de livraison les uns après les autres, de pouvoir savoir exactement ce que j'ai en stock et en fait d'avoir un micro WMS urbain très agile, qui leur permet du coup de préparer leurs commandes. Nous à l'époque sur notre site d'optique, si on avait pu avoir ce petit outil, tu aurais gagné du temps, tu aurais enlevé de la friction. Et en fait beaucoup de marques nous l'ont demandé. Et tu parlais de ça tout à l'heure, mais la logistique est en train de s'urbaniser. Elle vient au cœur des villes. Le magasin se transforme. Le magasin, moi j'ai fait beaucoup de courses de Noël dans les boutiques cette année. J'ai pas beaucoup acheté sur Internet. Volontairement ou ? Non, j'ai pris le temps d'aller dans les magasins cette année pour aller faire mes courses de Noël. Et en fait, tu te rends compte que le magasin évolue. Il y a 2 types de magasins. Tu as le magasin flagship store où tu vis une expérience incroyable et je trouve qu'il y a de plus en plus de boutiques comme ça. Enfin, quand on rentre dans des magasins aujourd'hui, moi je suis bluffé par la créativité des mecs qui font les boutiques. C'est allé dans une boutique Undies récemment ? Oui, je suis allé dans une boutique Undies avec le système où ils te remontent les sous-vêtements par un tube. Tu choisis sur tablette avant. Non mais... moi, je suis allé, une expérience perso, mais je suis allé dans une boutique diptyque rue de Passy. J'allais acheter une bougie. Je suis reparti avec une crème pour les mains, un savon, des allumettes. Et en fait,
tu rentres dans la boutique, t'as un espace, alors je prends l'exemple de Diptyque, mais t'as un espace salle de bain, t'es complètement chez toi en fait. T'essayes les produits en situation réelle. Donc, t'essayes le savon, tu te laves les mains, tu te regardes sur le miroir, tu te mets leur petite crème et tu repars et tu te dis, mais c'est juste incroyable. Et en plus, quand tu vas dans ces magasins, et c'est ce que font beaucoup d'ailleurs les DNVB, de plus en plus, elles se sont lancées sur le web et elles créent en fait un endroit de réunion, un peu un flagship. Elles l'appellent la maison, l'appartement, le grenier, bref, que des noms chaleureux sur lesquels on a envie d'aller. Et là-bas, tu vas t'identifier à ces marques-là. Et donc, le magasin se transforme de plus en plus en expérience super premium d'un côté. Et de l'autre côté, le magasin, la deuxième facette de ce magasin, c'est qu'il se transforme aussi en micro-hub logistique urbain qui va servir d'un côté à faire le réassort de ces flagships, parce que ces flagships n'ont pas du tout vocation à avoir de la logistique. Donc eux, ils vont être réapprovisionnés de manière quotidienne par d'autres magasins ou micro-hubs logistiques urbains qui, eux, auront les stocks. Et ils vont également servir ces autres magasins plus logistiques à préparer des commandes pour aller livrer le client final sur créneau en 2 heures, en une demi-heure. Donc, tu as vraiment 2 types en fait de magasins qui se créent aujourd'hui. Un côté très premium et l'autre plus logistique. Donc ça, c'est ta vision pour les années à venir ? Alors oui, c'est ce que je vois en fait, c'est ce que je vois sur le marché. Je vois de plus en plus de ce que je viens de te décrire, c'est 2 types de boutiques et même les marques nous en parlent en fait, les retailers nous le disent. Nous, on aimerait avoir un micro-hub urbain dans lequel on aurait notre stock le plus vendu, nos best-sellers, et qui servirait de faire le réassort de nos boutiques parce qu'on n'a surtout pas envie que nos clients aient des expériences négatives en magasin avec un vendeur qui prépare un colis derrière le comptoir. Et on veut tout de même proposer à nos clients de la livraison express, la possibilité de venir récupérer le produit en une demi-heure au magasin. Et pour ça, en fait, ils ont besoin de splitter en fait leur magasin. Ouais, et du coup, de rajouter une grosse couche, j'imagine, de machine learning pour savoir les produits qui sont les plus vendus et les plus susceptibles de devoir être réapprovisionnés dans les 2 heures. Ceux qui n'ont pas besoin d'être dans un hub urbain, mais peuvent être dans un hub un peu plus lointain, c'est intéressant. Et ils ont besoin de cet outil, cet outil WMS urbain qui est complètement adapté à cette logistique-là. Ok. Il y a un gros business. Tu parles de quelques centaines de milliers d'euros pour certains outils du marché. Vous n'avez peut-être pas atteint ces montants-là puisque c'est plus... C'est un énorme business. Un énorme business pour nous. En fait, ça a été une volonté pour nous dès le départ de construire l'outil chez nous parce qu'on savait qu'à un moment donné, il y aurait aussi une partie software chez nous qui serait importante et qu'on aurait la possibilité de la commercialiser. Top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut t'apporter à travers ce podcast ? Tu cherches des contacts business, tu cherches des clients, Alors, je cherche toujours des clients. Bien moi, sûr. Je suis un vendeur dans l'âme et si on a créé Wing, c'est avant tout pour répondre aux besoins des e-commerçants. Donc, j'espère qu'en m'écoutant, ils auront envie de nous contacter et de faire appel à nos services. Et puis, déjà, pour moi, ce serait une très belle chose qu'on puisse répondre à de nouveaux clients demain. Ce que tu peux me souhaiter, c'est de continuer à ouvrir de nouvelles villes parce que pour répondre au plus grand nombre, il faut être présent dans plusieurs villes. Donc, on est en train d'ouvrir de nouvelles villes sur 2020. Vous allez être présent où ? Tu peux le dire ou pas ? Alors, je peux dire 2 villes pour sûr puisqu'on va les ouvrir, c'est Lille et Bordeaux. Maintenant, pour les autres... Ensuite, c'est par taille, j'imagine, de communauté urbaine. Exactement. Et donc, puis, Bourg-en-Bresse viendra très tard dans le... Bourg-en-Bresse ? Ouais. Écoute, pour le moment, c'est pas sur la roadmap, mais on sait jamais. On sait jamais. Et puis, nos nouveaux services, donc celui-là, le WMS, que sa commercialisation fonctionne bien. Notre partie e-fulfillment qu'on fait du coup pour Whoopilo, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. C'est pareil, on a énormément de demandes là-dessus. Donc, écoute, on est à un virage, on développe de plus en plus de services. On avait finalement jusqu'à 2019 que 1 ou 2 services. On en rajoute 2 depuis le milieu de l'année. Donc, je suis convaincu que ça va nous permettre d'aller chercher de la croissance et de continuer à apporter des solutions au plus grand nombre de e-commerçants. Excellent. Antoine, je te remercie énormément. Tu nous as partagé beaucoup d'infos, beaucoup de chiffres et j'aime bien ça. Ceux qui m'écoutent régulièrement le savent. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai appris beaucoup de choses et c'était j'en suis certain, un très bon épisode. Écoute, je te remercie. Merci Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis à bientôt. Et merci à vous tous de votre écoute. On attaque cette nouvelle année. A priori, ce sera le 2e épisode quand vous l'écouterez. Et je vous souhaite
une bonne journée et puis une belle année avec nous. Très belle année. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.